D'accord. Donc, Donc, nous accueillons Catherine Belzon, qui est directrice d'une unité INSERM à l'université de Tours. L'unité s'appelle Imagerie, Cerveau et Neuropsychiatrie. Elle est aussi la vice-présidente de la Société des neurosciences. Et donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer, de nous parler de la neurobiologie du stress. oui, merci beaucoup de l'invitation et désolée de ne pas avoir pu me déplacer, mais j'étais disponible que sur une petite partie de la journée. C'est pour ça que j'ai pas pu venir. Donc ici, un petit peu les principaux points qu'on va aborder. J'ai décidé d'orienter en fait cette présentation selon quatre lignes. Un petit point historique, comment on en est arrivé au concept qui nous semble aujourd'hui bien établi, tout à fait courant. Ensuite, on verra les conséquences du stress sur le plan cérébral. On verra aussi que tout le monde n'est pas égal par rapport au stress, qu'il y a des gens plus ou moins vulnérables, d'autres plus ou moins résilients, et on verra les circuits cérébraux qui sont associés à ça. Et puis pour finir, étant donné que vous travaillez plutôt avec des enfants, des adolescents, et que de mon côté, j'ai aussi une chaire UNESCO sur la maltraitance infantile, je parlerai d'un stress particulier qui est celui qui est lié à la maltraitance infantile ou à l'adversité précoce. Donc, on commence tout de suite par le premier aspect, donc un peu historique et généralité, parce que l'historique de la notion du stress, c'est pas quelque chose dont on parle depuis toujours, en tout cas pas avec ces termes-là. C'est quelque chose qui est apparu un petit peu en 1936, donc c'est relativement récent si on veut, enfin, ça fait 90 ans où il y avait ce monsieur qui s'appelait Hans Selye, qui faisait des recherches, alors il ne faisait pas de recherche sur le stress, il faisait des recherches sur une nouvelle hormone. Il cherchait une nouvelle hormone sexuelle. Et pour ça, il avait choisi d'injecter des extraits d'ovaires à des rats. Et il avait constitué trois groupes expérimentaux. Il y avait un premier groupe de rats qui n'était pas du tout injecté avec quoi que ce soit, un deuxième groupe qui recevait des injections placebo, et un troisième qui recevait des injections avec les hormones avec les extraits d'ovaires. Évidemment, son hypothèse était qu'il y aurait une différence entre les rats injectés avec le placebo, excusez-moi, et les rats injectés avec les hormones. Mais en réalité, il a observé quelque chose qui l'a beaucoup surpris, puisqu'il a observé une réaction extrêmement forte qui différenciait surtout les rats placebo et les rats non injectés. Ce n'était pas du tout son hypothèse. Quelle est la réaction qu'il observe? Vous le voyez un petit peu sur cette planche qui est ici, où il distingue les animaux dits normaux, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas injectés, et ceux qu'il a appelés des animaux alarmés. Il n'utilise pas encore le terme stress, qui apparaîtra seulement une dizaine d'années plus tard. En fait, ce qu'il voit, c'est qu'il y a une réaction qui consiste en, premièrement, une hypertrophie des glandes surrénales, vous le voyez là. Deuxièmement, une diminution du volume du thymus. Troisièmement, des modifications des volumes des ganglions. Et quatrièmement, des ulcères d'estomac. Il a été très surpris par deux choses ici. Il a été surpris à la fois par le fait qu'il y avait une différence entre les non injectés et les injectés placebo. Et deuxièmement, par le fait que la réaction qu'il pouvait observer concernait différents organes, non pas un organe spécifique. Alors voilà ce qu'il écrit concernant l'expérience qu'il a faite. Il écrit: tous mes rêves de trouver une nouvelle hormone tombaient à l'eau. Tout le temps et le matériel utilisé pendant cette longue étude étaient gâchés. Je devins si déprimé que pendant plusieurs jours, je ne pus entreprendre aucun travail. J'étais simplement assis dans mon laboratoire, je broyais du noir. Donc vous voyez, vraiment, c'était terrible. Et puis voilà. Alors que je pensais à cette expérience, il m'apparut soudain que l'on pouvait considérer ces résultats d'un point de vue totalement différent. S'il y avait une réaction non spécifique du corps à n'importe quelle agression, les implications pour la médecine seraient énormes. Car effectivement, il a observé ce même tableau, c'est-à-dire ces altérations sur ces quatre organes, avec différents types de stimuli qu'on pourrait appeler des agressions, le chaud, le froid, voilà. Et du coup, il a publié un article dans un journal de grande renommée, Nature. L'article ne comportait que trois références, une page, une figure. Et il a appelé ça le syndrome général d'adaptation. C'est un petit peu le début, hein, des travaux
sur le stress. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome général d'adaptation? Ça concerne un ensemble de symptômes donc non spécifiques, puisque ça arrive pour n'importe quel type de contrainte qui se manifestent donc quel que soit l'agent stresseur et qui viennent s'ajouter à d'autres symptômes qui sont plus spécifiques d'une agression donnée. C'est-à-dire, par exemple, si l'agression, c'est quelque chose qui relève d'un agent infectieux, vous allez avoir en plus des symptômes spécifiques de cette agression. Donc, il a appelé ça général parce que ça concerne l'ensemble des organes. Et dans cet article de 1936, il n'utilise pas le terme stress parce que c'est un terme que les éditeurs ont trouvé non scientifique. C'est un terme qui, à l'époque, était utilisé uniquement dans le domaine de la métallurgie pour parler des contraintes qu'on pouvait appliquer sur des métaux. Mais il utilisera ce terme à partir du milieu des années 40. Ici, vous avez en quoi consiste ce syndrome général d'adaptation. Il consiste en fait en trois phases. Vous voyez une première phase qui est appelée réaction d'alarme, qui consiste à mobiliser des ressources pour affronter la situation de contrainte dans laquelle se trouve l'organisme. Une deuxième phase qui est une phase de résistance pendant laquelle l'organisme est bien adapté. Et puis enfin une phase d'épuisement qui survient lorsque le stress devient chronique, dure dans le temps, et à ce moment-là, l'organisme peut devenir malade. Et ces trois phases impliquent sur le plan biologique des acteurs différents. La première phase, c'est la mobilisation du système nerveux sympathique. La deuxième, l'axe corticotrope. Et le troisième est lié à une hyperactivation durable de l'axe corticotrope. De manière un peu plus détaillée, donc le système nerveux sympathique, je pense que vous le connaissez tous, hein, c'est ce système qui innerve les différents organes au fonctionnement autonome et qui va donc induire une dilatation des pupilles, une inhibition de la salivation, une dilatation des bronches, une accélération du rythme cardiaque, donc un certain nombre de processus qui sont accélérés et d'autres processus qui sont moins nécessaires, moins urgents, vont être inhibés, comme par exemple la digestion. Ensuite, dans la deuxième phase, dite phase de résistance, comme on l'a vu, elle est liée plutôt à l'axe corticotrope. Et là, ce que vous voyez, c'est la libération de cortisol chez l'homme après un stress. Vous voyez que quand un stress survient, il y a une augmentation du cortisol. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est que ce cortisol retourne à son état de base dès que le stress est terminé. C'est-à-dire, il y a cette capacité pour que le système retourne à l'état initial. Cependant, si le stress se répète au cours de semaines, de mois, ce qui va se passer progressivement, c'est que à chaque fois, le système redescend après une sécrétion de cortisol. Mais vous voyez que la sécrétion de cortisol peut devenir plus importante. Mais surtout, ce que vous voyez, c'est que petit à petit, le système ne peut plus arriver à l'état initial. On appelle ça une charge allostatique. C'est-à-dire petit à petit se développe une hypercortisolémie qui est liée à cette charge allostatique qui vient faire dévier l'organisme de son état d'équilibre initial. Et ça peut être pathogène parce que le cortisol est une hormone qui se libère, qui se fixe sur des récepteurs spécifiques appelés récepteurs aux glucocorticoïdes. Et ces récepteurs aux glucocorticoïdes, ils sont exprimés dans différents types de cellules. Ils sont exprimés bien sûr dans le système nerveux, dans les neurones en particulier, où ils vont induire des effets comme des effets comportementaux, cognitifs, des effets sur le rythme circadien, mais ils sont aussi exprimés dans toute une série d'autres organes, je ne vais pas détailler ici, mais ce qui va avoir comme conséquence d'induire des effets, ces effets que c'est lié à appeler effets généraux, parce qu'ils vont toucher différents organes, le système respiratoire, donc inflammation des poumons, le système immunitaire, le système reproducteur, etc. Ça va donc petit à petit, cet excès de cortisol va toucher l'ensemble de ces organes et induire diverses pathologies.
Alors là, je vous ai parlé évidemment des débuts historiques dans les années 30, enfin, il y a 90 ans. Un peu plus tard, Masson allait y mettre aussi son petit grain de sel, car ce qu'il dit, c'est que Sellier associait le terme stress surtout à des stresseurs physiques. On a vu injection, chaud, froid, éventuellement la douleur. Et ce que dit Masson, c'est qu'il part de deux choses. Il dit que il observe qu'il y a pour les mêmes agents stressants des réponses très variables selon les sujets. Il y a une forte variabilité interindividuelle dans cette réponse au stresseur. Il dit que ça, c'est lié à la manière dont le sujet interprète la situation dans laquelle il se trouve. Et ce qu'il dit, ce n'est donc pas le stresseur qui est important, ce n'est pas le stresseur qui cause la réponse de stress, mais c'est la manière dont le sujet perçoit ce stresseur. Et du coup, il critique un petit peu les travaux de Sellier en disant que Sellier n'intégrait pas la dimension émotionnelle des stresseurs. Dans la même période, en 1972, un autre auteur qui s'appelle Weiss a essayé de définir un petit peu plus quels sont ces facteurs qui peuvent impacter la manière dont on perçoit une situation stressante. Et ils ont trouvé, avec leurs collaborateurs, trois facteurs qui vont impacter la manière dont on perçoit une situation stressante. Et ces trois facteurs sont la contrôlabilité, la prédictibilité et la capacité à exercer un rétrocontrôle sur la situation. En fait, Weiss travaillait avec des rats qui se trouvaient dans un dispositif dans lequel ils ne pouvaient pas bouger beaucoup et il y avait un petit dispositif qui permettait de délivrer des chocs électriques sur la queue de ces rats. Et alors, ce qu'il a vu, c'est que les rats, ça pouvait être que des chocs électriques arrivent n'importe comment. Les animaux développaient des ulcères d'estomac, enfin toute la réaction que Sellier avait observée, ulcères gastriques, modification du volume des surrénales, etc. Il voit que si par contre, juste avant de délivrer les chocs électriques, il y a un petit signal, c'est-à-dire un petit signal qui dit attention, maintenant un choc va arriver. Il y a une diminution très importante de ces ulcères d'estomac. Donc il en déduit que si l'occurrence de ces ulcères est prédictible, ça va diminuer l'impact du stress. Un autre facteur, c'est la capacité à exercer un rétrocontrôle, un feedback. Dans ce cas aussi, si les animaux sont capables de mettre en place des actions et qu'ils ont donc un rétrocontrôle sur la situation, là non plus, il n'y a plus, il y a une moindre impact du stress. Et un dernier aspect, c'est la contrôlabilité. C'est quelque chose qu'il a montré avec l'expérience que vous voyez ici. Cette expérience, il y a à nouveau trois groupes de rats. Il y a un groupe de rats contrôle. Dans ce cas, en fait, la queue n'est pas liée à une source de choc électrique, donc ils ne recevront pas de choc électrique. Et ensuite, vous voyez qu'il y a deux groupes ici. Il y a ce premier groupe, celui qui est à gauche. Effectivement, la queue est bien liée à un générateur de choc électrique qui va délivrer des chocs à ces pauvres animaux. Mais ce rat-là, il peut arrêter les chocs électriques. Il suffit qu'il appuie sur un bouton pour arrêter les chocs électriques. Et donc, il a un contrôle sur la situation. Alors que le rat qui est au milieu ici, il n'a pas la capacité de contrôler la survenue de ces chocs électriques. Cependant, il reçoit exactement la même quantité de chocs électriques que ce rat-là, car les deux dispositifs sont connectés et quand ce rat-là, le rat du groupe qui peut contrôler l'arrivée du choc électrique, quand lui appuie sur le bouton, ça arrête aussi le choc électrique du deuxième rat. Donc, ces deux groupes de rats, ici, reçoivent la même quantité de choc électrique. La seule différence est que cet animal-là a la capacité de contrôler la survenue de ces chocs, ce qui n'est pas le cas du groupe du rat du milieu. Et ce qu'on observe, c'est que uniquement le groupe des rats du milieu, ceux qui n'ont pas de contrôle sur la situation, uniquement ce groupe-là va développer
des ulcères d'estomac et tous ces symptômes. Donc, d'où l'importance de la contrôlabilité. Maintenant, on va aller sur des facteurs un petit peu plus, sur des études un peu plus récentes. Ici, vous avez le modèle de Sigrist qui dit que, en réalité, dans la réaction à un stress, il y a bien sûr le côté du stress, c'est-à-dire l'importance des contraintes qui sont exercées sur un organisme, mais ça, c'est en balance avec un autre facteur. Donc ici, vous avez les efforts, les contraintes, mais à côté de ça, il y a aussi une autre chose à mettre dans la balance, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire, si par exemple, là, je peux me mettre dans la situation d'un professeur qui est extrêmement stressé, donc il va avoir un travail, une ambiance de travail difficile, on lui demande beaucoup d'efforts, donc ça, c'est très stressant. Mais si par contre, il a de l'estime de ses collègues et de sa hiérarchie, s'il a une possibilité d'évolution de carrière, s'il a une très bonne rémunération, ça va contrebalancer les effets des stresseurs. Hein, donc, ce que dit Sigrist, c'est que ce qui est important, c'est la balance entre les deux aspects. Ce n'est pas seulement le stress. Si vous avez un très gros stress, mais que par ailleurs, vous avez beaucoup de récompenses, l'impact du stress va être beaucoup moins important. Ici, c'est un travail beaucoup plus actuel. C'est une publication qu'on a faite il y a 2 ans qui montre un petit peu la manière dont nous percevons cette histoire de stress actuellement. Et alors ici, vous avez, et qui va intégrer des facteurs qui n'étaient pas dans les études précédentes. Ici, vous avez un sujet. Vous voyez que ce sujet est exposé à des agents stressants. Alors, il y a des agents stressants comme ceux dont on vient de parler, c'est-à-dire des agents stressants qui viennent du monde extérieur, des demandes du monde extérieur. C'est un premier type d'agent stressant, mais vous voyez qu'on en a ajouté 2 autres. Le deuxième type d'agents stressants sont des agents stressants qui ne viennent pas du monde extérieur, mais qui viennent de notre monde intérieur. Si par exemple vous avez mal à l'estomac, enfin, ça aussi c'est une situation stressante, mais qui ne vient pas de l'extérieur, qui vient de votre propre corps. Et enfin, un troisième type de stresseur qui est assez rarement pris en compte, qui sont les stresseurs que nous rappelons de notre mémoire. Alors, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, nous sommes capables de nous rappeler des événements de vie stressants, c'est-à-dire, maintenant, vous êtes installé, je ne sais pas, c'est dans une salle ou dans un amphi, vous êtes tranquillement installé, mais vous avez la capacité de faire un voyage mental dans le temps et de vous rappeler d'événements peut-être extrêmement stressants que vous avez vécus. Et quand vous vous rappelez ces événements, vous allez être à nouveau stressé, alors même que dans la situation actuelle, il n'y a pas de stress qui vient du monde extérieur. Donc ça, ce sont les stress qui viennent de notre mémoire autobiographique. Et enfin, il y a aussi des stress qui viennent de notre mémoire prospective, c'est-à-dire on peut être stressé par le futur. Je ne sais pas, c'est peut-être que vous avez, je sais pas, un rendez-vous dans les prochains jours qui vous stresse. Ben, dans ce cas, ce rendez-vous, cette situation stressante qui va vous arriver dans le futur n'existe pas à l'instant présent, mais vous allez néanmoins être stressé en évoquant mentalement cette situation future. Donc, ces stress qui sont rappelés de notre mémoire autobiographique ou prospective sont également des stress qui peuvent engendrer des conséquences physiologiques importantes. Donc, on a ces 3 types de stresseurs qui vont arriver au sujet, mais le sujet peut être plus ou moins vulnérable ou résilient à l'impact de ces stresseurs, ce qui fait que l'impact de ces différents stresseurs sur le sujet sera variable en fonction de sa vulnérabilité et de sa résilience. Et ensuite, le sujet va répondre à ces stresseurs, soit par des comportements, par des altérations affectives et cognitives, et par des altérations physiologiques. Et cette réponse va varier en fonction de la capacité de ces sujets à réguler leur réponse de stress. Donc voilà, vous avez ici
une vue un peu plus complexe de la manière dont nous percevons et réagissons au stress. Alors, maintenant, avant de voir un petit peu les conséquences du stress sur le cerveau, il faut avoir recours un petit peu à une notion de typologie, car il existe différents types de stress. Et c'est important à considérer quand on veut s'intéresser aux conséquences cérébrales, car selon le type de stress, il n'aura pas les mêmes conséquences. Donc, un stress peut être aigu, c'est-à-dire survenir une fois, ou être chronique. Ensuite, un stress peut être léger ou être de nature traumatique. Traumatique, c'est quand la survie même du sujet est en jeu. Et enfin, il peut survenir pendant l'enfance ou l'adolescence du sujet ou survenir à l'âge adulte. Et là non plus, il n'y aura pas les mêmes conséquences. Alors, on va voir maintenant les conséquences cérébrales de ces stress en nous focalisant surtout sur les situations du stress chronique, car ce sont ces situations-là qui vont avoir des conséquences durables sur le plan cérébral. On va voir les conséquences cérébrales chez l'adulte. Et si on veut étudier les conséquences cérébrales, il faut savoir qu'on peut le faire à différents niveaux. Ce que vous voyez ici, c'est un cerveau humain. Vous voyez que vous avez là des petits ronds qui correspondent aux différentes zones du cerveau. Et vous voyez que ces zones du cerveau agissent de manière coordonnée, c'est-à-dire agissent en réseau. Donc, il peut y avoir des conséquences des stresseurs qu'on peut explorer à un niveau très macro, c'est-à-dire au niveau de quelques grands réseaux cérébraux. Ou alors, on peut s'intéresser à ce qui se passe dans une région, une autre région, une troisième région, c'est le niveau des régions cérébrales. On peut s'intéresser à ce qui se passe au niveau des microcircuits, c'est-à-dire si vous regardez par exemple cette région ici, vous pouvez faire un gros plan sur cette région et dans la région, vous allez voir des microcircuits. C'est-à-dire ici, vous avez par exemple des neurones de différentes catégories. Vous voyez ces neurones dont le corps cellulaire ressemble à un triangle qu'on appelle des neurones pyramidaux. Vous en avez d'autres qui sont des neurones inhibiteurs. Et donc, vous pouvez avoir des conséquences sur la manière dont ces circuits cérébraux fonctionnent. Ou bien, vous pouvez descendre encore d'un cran dans l'échelle et aller cette fois-ci à l'échelle ici d'un neurone. Hein, c'est-à-dire ici, vous pouvez regarder ce qui se passe à l'échelle d'un neurone pyramidal, par exemple son activité électrique, ses connexions, etc. Et enfin, vous pouvez vous intéresser aux molécules qu'on trouve dans un neurone. Donc, évidemment, on va pas pouvoir évidemment explorer ici, on n'a pas assez de temps les conséquences du stress chronique sur toutes ces échelles, mais je vais vous donner un peu quelques exemples comment dirais-je, d'études qui ont été menées. Ici, vous avez une première étude qui a été menée, donc on est à l'échelle des réseaux cérébraux. Alors, ici, ils ont distingué trois grands réseaux cérébraux. Il y a le réseau cérébral qu'on appelle le réseau du mode par défaut, c'est-à-dire ça, c'est un réseau qui est actif, en gros, quand on ne fait rien. Peut-être que vous êtes venu ce matin à cette réunion en bus et vous étiez installé dans le bus sans trop penser à grand-chose. Évidemment, à ce moment-là, votre électroencéphalogramme n'était pas plat, car sinon vous seriez mort. Mais vous aviez un réseau qui était actif et c'est ce réseau cérébral par défaut. Et vous avez ici quelques-unes des régions cérébrales qui composent ce réseau cérébral par défaut. Ensuite, imaginons que dans ce bus, tout à coup, le bus, imaginons, a freiné brutalement. Ben, à ce moment-là, normalement, vous êtes sorti immédiatement de vos rêveries parce que c'est activé un autre réseau qui est le réseau de la salience, car il s'est passé quelque chose de saillant dans l'environnement et du coup, ce réseau qui est important dans la détection des menaces s'est immédiatement activé. Et en s'activant, ce réseau de la salience a inactivé le réseau du mode cérébral par défaut. Et vous voyez que dans ce réseau de la salience, il y a l'amygdale hein, dont Valérie vous a amplement parlé. Et enfin, il existe un troisième réseau qui est le réseau exécutif
qui est un réseau qui est actif quand on doit faire quelque chose, on doit se concentrer, voilà, on a besoin de ressources pour affronter une situation. Alors, que se passe-t-il en cas de stress chronique? Eh ben, en cas de stress chronique, ce qui se passe, c'est que le réseau du mode cérébral par défaut est activé d'une manière un peu plus importante. Et souvent, ça peut créer une situation un peu de rumination cognitive. Euh, le réseau exécutif, au contraire, on a du mal à l'engager, on a du mal à l'activer, on a des problèmes de concentration en cas de stress chronique. Et enfin, concernant le réseau de la salience, c'est un réseau qui va se focaliser sur les menaces qui sont liées au stress que les sujets subissent. Donc là, on est à l'échelle des réseaux cérébraux. Maintenant, on peut descendre d'un cran et aller à l'échelle des régions cérébrales, qui sont les régions qui composent évidemment les réseaux cérébraux dont on vient de parler. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de stress chronique? Là, on a également un exemple d'étude qui a été menée et cette étude est très intéressante car elle montre que le stress chronique induit en fait une réorganisation morphologique du cerveau. C'est-à-dire, certaines régions du cerveau vont être hypertrophiées, c'est-à-dire elles vont grossir, et d'autres, elles vont être atrophiées. Donc ici, les régions hypertrophiées sont en orange et les régions atrophiées sont en bleu. Donc vous voyez qu'il y a à la fois de l'orange et du bleu. Donc ça dit que le stress n'a pas les stress chronique n'a pas les mêmes effets sur toutes les régions cérébrales. Il a des effets différentiels selon la région cérébrale considérée. Par exemple, qu'est-ce qui est hypertrophié? Ben, l'amygdale, dont Valérie vous a amplement parlé, région très impliquée dans la peur, le stress. Donc cette région-là est hypertrophiée et aussi hyperactivée. Le striatum est également, qui est une région cérébrale beaucoup impliquée dans les comportements routiniers, est également hypertrophiée. Et certaines parties du cortex préfrontal sont également hypertrophiées, alors que l'hippocampe, qui est une région importante pour l'apprentissage, la mémoire, est atrophiée, ainsi que d'autres parties du cortex préfrontal. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on voit que les effets du stress ne sont pas homogènes au niveau cérébral. Ils dépendent en fait de la région considérée. Maintenant, ici, on va aller au niveau des microcircuits. Alors, évidemment, le temps va un petit peu manquer pour aller voir les microcircuits de chacune des régions cérébrales. Donc ici, je me suis focalisée sur une région qui est le cortex préfrontal. Dans le cortex préfrontal, vous avez des neurones qu'on appelle les neurones principaux. C'est ce gros neurone bleu là, c'est un neurone pyramidal car le corps cellulaire de ce neurone est en forme de petite pyramide. Et c'est un neurone excitateur. Ce que vous voyez, c'est que ces neurones sont plutôt diminués par le stress chronique. Par exemple, ils ont moins d'épines dendritiques, ils ont moins d'activité synaptique et ils ont aussi une diminution de l'arborisation dendritique. Donc, il y a un petit peu une diminution de ce neurone excitateur, alors que si on regarde les deux neurones ici, qui sont des neurones inhibiteurs, vous voyez que vous avez ce neurone ici qu'on appelle un neurone, un interneurone par valbumine. Vous voyez que ce neurone inhibiteur, sa connectivité avec les neurones excitateurs est augmentée ainsi que son nombre. Donc, vous voyez que ça n'a pas les mêmes conséquences, le stress chronique, selon le type de neurone. Et vous voyez ici qu'il y a aussi encore d'autres cellules qui ne sont pas des neurones. Il y a des astrocytes qui notamment fournissent des nutriments aux neurones. Vous voyez qu'ils sont diminués, hein. Leur volume est diminué, leur connectivité avec les autres types cellulaires est diminuée. Les cellules microgliales, c'est qui sont ici en rouge, qui sont des cellules de l'inflammation. Elles, tout est augmenté.
leur nombre, leur interaction, leur implication dans la réponse inflammatoire, etc. Là aussi, on voit à nouveau que ça, c'est uniquement dans le cortex préfrontal que l'impact du stress chronique diffère selon le type de cellule, mais ce qui va en tout cas avoir une résultante différente, hein, selon, donc, par exemple, là, comme ce neurone-là, il est, comment dirais-je, ses branchements sont diminués il est plus inhibé par ce neurone par valbumine, ça veut dire son activité va être globalement réduite. Ici, on va s'intéresser à un autre type de cellules. C'est des cellules, cette fois-ci, on va descendre encore d'un cran. On arrive au niveau cellulaire. Et là aussi, je n'ai pas voulu vous montrer tous les, comment dirais-je, les cellules, évidemment, du cerveau. Mais on va se focaliser ici sur l'hippocampe. Car dans l'hippocampe, dans une sous-partie de l'hippocampe, il y a ce qu'on appelle la neurogenèse hippocampique adulte. C'est-à-dire, tous les jours, des nouveaux neurones vont apparaître dans le cerveau d'un adulte. Alors, c'est quelque chose qui est étudié maintenant, qui est établi depuis une trentaine d'années, même s'il y a eu des discussions en 2018 sur l'existence de ces cellules, de ces nouveaux neurones chez l'humain adulte, mais maintenant, c'est quand même bien établi que tous les jours, des nouveaux neurones sont générés dans le cerveau humain adulte. Et ce qui a été montré, c'est que le stress chronique diminue les nouveaux neurones de l'hippocampe. Ici, ça, c'est un indicateur du nombre de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Il y a ça a été fait chez la souris. Donc ici, vous avez un cerveau de souris. Elles ont été exposées à un stress pendant 4 semaines. Et en blanc, on a les non stressés, en jaune, les stressés. Et dans l'hippocampe, ils ont distingué deux sous-zones, une partie de l'hippocampe dorsal, une ventrale. Vous voyez que dans l'hippocampe ventral, les nouveaux neurones sont fortement diminués par cette situation de stress chronique. On peut aussi aller à une échelle encore plus petite, qui est les connexions synaptiques. Et ici, on a deux situations. Vous avez ici le cortex préfrontal et l'hippocampe à gauche, et ici l'amygdale et le cortex orbitofrontal à droite. Et ce que vous voyez, c'est que et vous avez en haut les contrôles, en bas les stressés chroniques. Et ce que vous voyez, c'est que dans le cortex préfrontal et l'hippocampe, l'arborisation dendritique de ces neurones est réduite par le stress chronique, alors que c'est l'inverse dans l'amygdale et le cortex orbitofrontal. Donc là aussi, des effets, des impacts du stress très différents. En gros, il y a une hypertrophie, mais aussi comment dirais-je, un déploiement plus important de l'arborisation dendritique dans des régions plus impliquées dans tout ce qui est stress et l'image inverse dans des régions plus impliquées dans ce qui est apprentissage, mémoire, régulation des émotions. Maintenant, comme je vous l'ai dit, et comme vous le savez, nous ne sommes pas tous égaux devant le stress. Il y a des personnes plus ou moins vulnérables et d'autres plus ou moins résilientes. Ça, cette question de vulnérabilité et de résilience, quelque chose qui est très étudié chez la souris, avec un protocole qui s'appelle le protocole de la défaite sociale. Alors, en quoi ça consiste? Vous avez ici, vous voyez que vous avez ici une grande boîte avec dedans une grosse souris blanche qui habite dans cette grande boîte. C'est une souris CDA qu'on appelle résidente parce que c'est son habitat. Ici, vous avez une petite souris noire. Que fait l'expérimentateur? L'expérimentateur va prendre la petite souris noire et l'introduire sur le territoire de la grosse souris blanche pendant 10 minutes. Bah, que se passe-t-il? Bah, la grosse souris blanche n'est pas du tout tolérante et va agresser la petite souris noire. Donc, cette pauvre souris noire va subir des agressions pendant 10 minutes. Et ensuite, l'expérimentateur va évidemment arrêter cette confrontation entre les deux souris. Mais pendant les 24 heures qui suivent, la petite souris noire va vivre dans la boîte avec la souris blanche, les deux parties, mais dans une partie, les deux parties étant séparées par une petite paroi. Néanmoins, la souris noire,
c'est très stressant pour elle parce que elle va voir un petit peu la blanche, elle va sentir ses odeurs, elle va sentir les sons qu'elle émet. Il n'y a juste pas de contact physique, mais il y a bien un contact sensoriel. Et ceci, ce protocole, 10 minutes de contact physique, 24 heures de cohabitation, est répété pendant 10 jours. Le 11e jour, les expérimentateurs font un test. Alors, en quoi consiste ce test? C'est un test d'interaction sociale. Vous voyez ici la petite souris noire. Dans un premier temps, le dispositif est vide. Dans un deuxième temps, la souris blanche se trouve dans le dispositif, dans une petite boîte, ce qui fait qu'elle ne peut rien faire à la souris noire. Et l'expérimentateur va mesurer le temps que la petite souris noire va passer dans cette zone d'interaction avec la souris blanche. Et enfin, le 12e jour, les animaux sont euthanasiés pour faire différents prélèvements. Qu'est-ce que les expérimentateurs constatent? Eh bien, ils constatent, si on regarde ici, le temps d'interaction, ou bien le temps passé à l'opposé de l'interaction dans les petits coins ici, eh ben, on constate que les souris contrôle qui n'ont pas été exposées à ce protocole interagissent beaucoup avec la souris blanche, mais que dans les souris qui ont subi ce protocole de défaite sociale, il y a deux groupes qui se dégagent. Il y a les animaux qu'ils ont appelés S, susceptibles, qui ne vont pas du tout interagir avec la souris blanche, et les animaux qu'ils ont appelés résilientes, qui vont interagir avec la souris blanche comme s'ils n'avaient jamais subi la défaite sociale. Ça, ici, c'est un ratio. Ça, c'est le temps passé. C'est le même profil. Et ça, c'est l'opposé. C'est le temps passé dans l'angle opposé de la souris blanche. Et on voit évidemment l'image opposée, ce qui est tout à fait logique. Alors maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui distingue les souris résilientes et les souris vulnérables. Ici, vous voyez, cette image est très intéressante parce que cette figure, car vous voyez qu'il y a ici les circuits cérébraux associés à la résilience et les circuits associés à la susceptibilité. En fait, ce ne sont pas tout à fait les mêmes circuits qui promeuvent la résilience ou qui sont associés à la susceptibilité. Il y a des points communs, vous voyez dans les grandes lignes, il y a le cortex préfrontal dans les deux cas, il y a le thalamus dans les deux cas, il y a ici NAC, c'est le noyau accumbens dans les deux cas, il y a la VTA aire tegmentale ventrale dans les deux cas, mais vous voyez par exemple que dans la susceptibilité, il y a un engagement de l'amygdale qu'on ne trouve pas ici, hein. Alors qu'ici, il y a un engagement du cortex auditif qu'on ne trouve pas là. Ici, il y a aussi un engagement du striatum ventral qu'on ne trouve pas ici. Donc, il y a des réseaux à la fois communs et différents dans ces deux situations. On retrouve la même chose si on va dans une échelle un peu différente, c'est-à-dire non plus l'échelle des circuits cérébraux, mais l'échelle, cette fois-ci, des molécules. Ça, c'est une étude transcriptomique, c'est-à-dire les chercheurs ont prélevé les cerveaux des souris soit résilientes, soit vulnérables. Ils ont disséqué deux régions, le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale. Ils ont regardé des gènes euh, qu'on trouve chez les animaux susceptibles et des gènes qu'on trouve modifiés, dont l'expression est modifiée chez des animaux résilients. Et vous voyez que ces images sont absolument spectaculaires. Alors, en plus, il y a orange et bleu, c'est des gènes qui sont, dont l'expression est augmentée ou diminuée. Mais ce que vous voyez, c'est que vous regardiez dans l'accumbens ou dans l'aire tegmentale ventrale, que vous regardiez les gènes up-régulés ou les gènes down-régulés, on a toujours pratiquement la même image, c'est-à-dire les gènes qui sont, dont l'expression est modifiée chez les vulnérables sont différents des gènes dont l'expression est modifiée chez les résilients. C'est comme s'il y avait deux circuits différents qui étaient engagés dans ces situations.
Alors, on peut se demander, ça c'est un peu les conséquences hein, comment dirais-je, du stress, où on peut être vulnérable ou résilient. On se demandait si certaines cellules pourraient avoir un impact, comment dirais-je, modifier la résilience ou la vulnérabilité. Ça, c'est une expérience qu'on a faite au laboratoire qui a consisté à augmenter avant le stress les nouveaux neurones de l'hippocampe et ce que vous voyez ici, on va juste regarder cette figure-là. Vous avez ici les non stressés, ici les stressés. En gris clair, les animaux qui n'ont pas d'augmentation des nouveaux neurones, en gris sombre, ceux qui en ont une. Et ce que vous voyez, c'est que quand on a augmenté le nombre de nouveaux neurones avant le stress, ça a protégé, ça a rendu les animaux résilients. Maintenant, dernière partie, c'est l'adversité précoce et la maltraitance infantile. Je vais peut-être passer assez rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Mais pour vous dire qu'il existe simplement différents types de maltraitance infantile, les maltraitances physiques, les coups, les blessures, sexuelles, les agressions sexuelles, émotionnelles, l'atteinte à l'estime de soi de l'enfant et négligence, là c'est un déficit sur le plan émotionnel ou éducatif. Ces différentes formes de maltraitance, vous avez ici, parce qu'on peut se demander si elles sont très répandues ou peu répandues, vous avez ici en rouge la courbe de la maltraitance en général. Ça part depuis les années 90 jusqu'aux années 2019. Vous voyez que globalement, ça diminue mais c'est une diminution de 42% entre 92, donc en moins de 30 ans. C'est une diminution très importante, hein. Mais vous voyez que toutes les formes de maltraitance n'ont pas diminué dans les mêmes proportions, puisqu'il y a une baisse de l'abus sexuel et physique, mais il n'y a pas de baisse pour la négligence ou une baisse très faible. Maintenant, quelles sont les conséquences? Ben, on sait que la maltraitance a des conséquences, notamment ça augmente les comportements antisociaux à l'âge adulte. Et ce que vous voyez ici, c'est une comparaison entre des enfants qui n'ont pas, des adultes qui, quand ils sont enfants, n'ont pas subi de maltraitance ou ont subi une maltraitance sévère, ou ici ont probablement subi une maltraitance. Vous voyez qu'évidemment, les comportements antisociaux augmentent à l'âge adulte s'il y a une maltraitance dans l'enfance. Mais vous voyez là aussi que tout le monde n'est pas égal devant ça, car ici, il y a deux variants génétiques qui ont été testés, et selon le variant génétique, l'impact est plus ou moins important. On trouve la même chose ici, c'est une autre étude du même style, mais cette fois-ci, ils ont étudié la probabilité d'avoir un épisode dépressif à l'âge adulte en fonction de la maltraitance. Et là aussi, on voit que ça varie en fonction d'un variant génétique. Ce n'est pas le même gène, ici c'est le gène du transporteur de sérotonine. Maintenant, on peut se demander quelles sont les conséquences cérébrales de la maltraitance et si ces conséquences peuvent être réversées. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la sensibilité à la maltraitance des différentes régions cérébrales est différente selon l'âge. Chez les enfants très jeunes, ça va surtout impacter l'hippocampe. Chez des enfants entre 10 et 11 ans, surtout l'amygdale. Chez des adolescents, surtout le cortex préfrontal. Si on regarde les conséquences au niveau des réseaux cérébraux, on voit que ça augmente l'activité du réseau cérébral par défaut et que ça altère la communication entre l'amygdale et le cortex préfrontal et entre l'amygdale et l'hippocampe. Ici, vous avez une image qui a été faite en TEP métabolique et vous voyez deux enfants, c'est des enfants avec négligence. Vous voyez que si on compare les deux images, il y a une diminution de l'activité frontale et temporale chez les enfants qui ont subi des maltraitances sévères par rapport aux enfants qui n'en ont pas subi. Donc ça, c'est à l'âge adulte. Si on va à l'échelle cellulaire, là, on peut évidemment regarder différents types de cellules, des neurones excitateurs, inhibiteurs, les astrocytes, la microglie, les oligodendrocytes. Et on va voir que l'adversité précoce modifie les neurones excitateurs, elle les diminue, augmente plutôt l'activité neuronale dans l'amygdale
et diminue dans le cortex préfrontal les astrocytes, les oligodendrocytes. Voilà, donc là aussi, on a des effets différentiels selon le type de cellule et la région cérébrale. Ici, c'est un exemple d'étude qui a été menée au laboratoire chez nous. Certains neurones, certains interneurones, notamment les interneurones parvalbumines, dont j'ai parlé tout à l'heure, sont entourés d'une espèce de filet qu'on appelle les réseaux, les filets périneuronaux. Et ce que vous voyez ici, c'est ces cellules chez trois populations de sujets, c'est-à-dire des personnes humaines adultes, des personnes qui n'ont pas subi de maltraitance, des personnes qui ont une dépression mais n'ont pas eu de maltraitance dans l'enfance, et des personnes qui ont eu de maltraitance. Et on voit que le nombre de cellules entourées de ces filets périneuronaux est augmenté par la maltraitance, dans des proportions importantes, hein. Et pour finir, je vais aller assez rapidement. On peut se demander s'il est possible de réverser les effets de cette maltraitance. Ici, c'est une étude, vous vous souvenez peut-être les plus anciens d'entre vous, que en 1989, à la chute du régime Ceausescu, en Roumanie, ont été trouvés des enfants dans des institutions qui avaient été exposés à des fortes négligences. Donc, et parmi ces enfants, certains ont pu être adoptés, d'autres non. Ici, ce que vous avez, c'est des enfants qui ont été testés à l'âge de 8 ans, qui avaient soit été élevés dans ces institutions, soit avaient été élevés dans des foyers normaux, soit envers avaient été adoptés. Et ben, vous voyez, et c'est les aptitudes sociales. Ben, ce que vous voyez, c'est que en vert, ce sont les enfants adoptés. Vous voyez qu'il y a deux catégories. Ceux qui ont été adoptés avant ou après l'âge de 20 mois. Ceux qui ont été adoptés après l'âge de 20 mois sont restés à 8 ans, comme les enfants qui ont vécu toujours en institution. Ceux qui ont été adoptés avant 20 mois sont comme les enfants qui n'ont jamais été exposés à des institutions. Ça, c'est la même chose, c'est le quotient intellectuel. Les enfants qui ont vécu dans des familles normales, les enfants qui ont été, non, les enfants qui ont été adoptés, pardon, les enfants qui sont restés dans l'institution. Vous voyez que le quotient intellectuel des enfants institutionnalisés est inférieur, mais tout dépend de l'âge auquel ils ont été adoptés. Plus ils ont été adoptés tôt, plus leur quotient intellectuel a été augmenté. Ça, c'est à l'âge de 18 ans. Et ici, on a le cerveau de ces enfants. Ça a été fait chez ces enfants entre 8 et 11 ans. Et on voit que là, entre 8 et 11 ans, les enfants adoptés, les enfants institutionnalisés, ceux normaux, on voit que les cerveaux sont intermédiaires. Et l'image la plus intéressante est celle-ci, c'est quand les enfants ont 16 ans. Et ce que vous voyez ici, c'est que quand les enfants ont 16 ans, c'est des électroencéphalogrammes qui ont été faits pour plusieurs rythmes cérébraux. On voit que là, les enfants à 16 ans, les enfants adoptés ont exactement la même activité cérébrale que ceux qui ont toujours vécu dans des familles normales. Donc, il a été possible de réverser les effets néfastes de cette maltraitance institutionnelle. Donc, ça, c'est juste un petit, comment dirais-je, résumé. On peut dire que les effets du stress sur le cerveau se retrouvent un petit peu à tous les niveaux d'analyse. Ils sont différents selon la région concernée. Ils dépendent aussi du moment de la vie où ils surviennent et ils sont heureusement réversibles. Voilà, merci beaucoup de votre attention.